Hé, matinée dingue ici. On peut parler ce soir? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça va? Je t'aime, mon cœur. Je les ai lus tous les trois dans le temps qu'il lui a fallu pour fermer le sachet. Et j'ai vraiment pensé, bien, il va pouvoir aider à démêler tout ça. Je n'avais aucune idée qu'il s'en était déjà chargé. Avant de te raconter comment j'en suis arrivée là, et je vais tout te raconter, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si tu as trouvé cette vidéo, si tu as cliqué dessus, si quelque chose dans ce titre t'a fait arrêter de scroller, je veux que tu restes. Clique sur j'aime, abonne-toi pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire sur ce que ça ressemble quand la personne qui était censée te protéger devient la raison pour laquelle tu avais besoin d'être protégé. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes, à quelle heure il est chez toi. Je les lis tous, et ce soir particulièrement, je ne veux pas avoir l'impression de parler à une salle vide. Maintenant, laisse-moi te ramener au début. J'ai grandi à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans un appartement propre, silencieux et soigneusement tenu. Ma mère, Françoise, gérait la maison comme elle gérait tout, avec une efficacité maîtrisée qui laissait très peu de place au désordre, émotionnel ou autre. Mon père, Bernard, était technicien de maintenance dans une usine pétrochimique à Lac, présent physiquement, absent en esprit, un homme de silence et d'habitude dont on apprenait surtout à ne pas déranger les routines. Mon frère Sébastien avait 4 ans de plus que moi et était parti à l'armée avant que j'aie 15 ans, puis encore plus loin, dans tous les sens du terme. On n'était pas pauvres, on n'était pas riches. On était le genre de famille où l'argent était une vibration sourde sous tout le reste, jamais catastrophique, jamais confortable, juste toujours là. Ma mère découpait les bons de réduction du Leclerc le dimanche soir, à la table de la cuisine, avec l'air d'une chose parfaitement normale, ce qui, j'imagine, l'était. Personne dans notre maison ne disait « je t'aime » facilement. L'affection s'exprimait par les actes, par les tartines préparées, les trajets en voiture, les formulaires signés à temps. L'amour était pratique. L'amour, c'était de la logistique. J'ai absorbé ça complètement. Je suis devenue très, très douée pour gérer les choses. Ce que je n'ai pas absorbé, ce que personne n'a jamais dit à voix haute, c'est que gérer les choses en silence et avec compétence ne signifie pas que les gens vont le remarquer, que ça ne signifie pas qu'ils vont se montrer, que parce que tu ne demandes jamais rien, quelqu'un finira par offrir de lui-même. J'ai appris cette leçon lentement, sur de nombreuses années, de beaucoup de petites façons. Mais je l'ai comprise pour la première fois quand j'avais 11 ans. Une canalisation avait éclaté dans notre cave pendant que ma mère était au travail et mon père sur la route quelque part en direction de Toulouse. J'ai appelé notre voisin, monsieur de Blois, qui m'a aidé à déplacer les cartons. J'ai étalé toutes les serviettes de la maison. J'ai eu le syndic au téléphone et j'ai décrit les dégâts, calmement, clairement, de la façon dont j'avais entendu ma mère parler aux gens quand quelque chose devait être réparé. Quand mon père est rentré, il avait fait demi-tour quand il n'avait pas réussi à joindre ma mère, il a ouvert la porte et a trouvé tout déjà géré. Il s'est arrêté un instant, m'a regardé et a dit « T'as géré ça ?» Puis il est allé se changer. Pas d'étreinte, pas de fierté exprimée. Aucune reconnaissance qu'il avait laissé sa fille de 11 ans seule dans une urgence et qu'elle s'en était complètement sortie. Juste un hochement de tête et une porte qui se ferme. J'ai passé le reste de mon enfance à essayer de mériter plus qu'un hochement de tête. Et je ne me suis jamais arrêtée une seule fois pour me demander si je devrais avoir à le faire. Si tu as grandi dans une maison où l'amour ressemblait à quelque chose que tu devais mériter par ta performance, où être capable était le prix d'être accepté, je pense que tu comprends déjà quelque chose sur la femme qui s'est retrouvée avec des menottes dans ce bureau. Si quelque chose dans ce que je dis résonne en toi en ce moment, clique sur j'aime, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui le comprend. Maintenant laisse-moi continuer, parce que ça empire avant de s'améliorer, et ça s'améliore vraiment. Je me suis financé mes études à l'INSEC via une prépa à Bordeaux
avec une bourse partielle et des week-ends en alternance dans un cabinet d'expertise comptable de la Bastide. J'ai choisi la comptabilité parce qu'une conseillère d'orientation m'avait dit que c'était pratique, et que pratique semblait sûr, et que sûr semblait nécessaire. J'ai été diplômée en 3 ans et demi avec une mention bien. Personne de ma famille n'était là pour la remise des diplômes. Mon père avait une tournée. Ma mère a dit que le trajet depuis Pau était trop long. Je me suis retrouvée en toge dans le parking de la salle des fêtes et j'ai pris une photo de moi-même avec le téléphone de ma camarade de chambre. Nathalie Bonnet tenait le téléphone. Elle a dit « T'as l'air de quelqu'un qui commence vraiment quelque chose ». Et sur le moment, je n'ai pas complètement compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends. Nathalie. Il faut que je te parle d'elle correctement, parce qu'elle est la raison pour laquelle j'ai survécu à ce qui est venu ensuite, et elle mérite mieux qu'une note de bas de page. On s'est rencontrés en première année de prépa, dans une chambre double qui sentait le radiateur chaud et le déodorant de quelqu'un d'autre. Elle est de Libourne, en Gironde, la plus jeune de 5 enfants dans une famille bruyante, affectueuse et financièrement chaotique. Le genre de famille où les gens se coupaient la parole à table parce qu'ils avaient des choses à dire et ne pouvaient pas attendre. Elle trouvait mon silence intéressant plutôt que déconcertant, ce qui était assez inhabituel pour que je le remarque. Elle préparait du café tous les matins dans une machine qu'elle avait apportée de chez elle, et elle en posait une tasse sur mon bureau sans demander si j'en voulais. Elle la laissait juste là, chaque matin. C'est Nathalie. Elle dépose des cafés dans ma vie depuis 17 ans. Elle était là le soir où j'ai rencontré Julien Ferrière, lors d'une soirée professionnelle dans le 8e, 8 mois après mon arrivée à Paris, pour le poste dans le groupe immobilier. Elle était debout à côté de moi quand il s'est approché pour se présenter, et après elle a dit, très doucement, « Il est très lisse ». J'ai entendu ça comme un compliment. Je comprends maintenant que ça ne l'était pas. Julien avait 44 ans. Enfin, il en avait 35 quand on s'est rencontrés, mais il en a 44 maintenant, et ce chiffre sonne différemment qu'avant. Il était élégant sans en faire une démonstration. Charmant de la façon spécifique qui ressemble à de la confiance plutôt qu'à de la performance. Du moins, jusqu'à ce que tu aies vécu assez longtemps avec pour voir les coutures. Il gérait sa propre société de gestion de patrimoine. Il était attentionné. Il me faisait sentir, pour la première fois de ma vie, que quelqu'un me choisissait activement. Pas ne me tolérait pas bénéficier de ma compétence, mais me choisissait. Je l'ai épousée 14 mois plus tard. Nathalie était ma témoin. Elle portait une robe couleur sauge et a prononcé un discours qui a fait rire tout le monde et qui m'a fait pleurer. Julien lui a serré la main au cocktail en disant quelque chose que je n'ai pas entendu, et elle a souri et a répondu quelque chose, et ce qui s'est passé entre eux dans cet instant, je n'ai jamais demandé. J'aurais dû demander. Le mariage a été bien, puis correct, puis creux, d'une façon pour laquelle je trouvais sans cesse de nouvelles explications raisonnables. Son stress au travail, une période difficile, l'usure naturelle des longues années ensemble. Je suis extraordinairement douée pour trouver des explications sensées à des choses que je ne veux pas regarder en face. Il avait arrêté de porter son alliance 8 mois avant mon arrestation. Il m'avait dit qu'elle lui glissait du doigt, qu'il avait perdu un peu de poids. C'était vrai. Je ne savais simplement pas pourquoi il l'avait perdu. Les charges retenues contre moi étaient précises. C'est ce qui continuait à me frapper, assise dans cette salle d'attente du commissariat, le néon du plafond faisant ce que les néons font à tout, drainant la couleur, rendant tout ça l'air d'un endroit où la vie ordinaire ne s'applique pas. Les charges n'étaient pas vagues. Elles n'étaient pas une pêche à la traîne. Quelqu'un les avait assemblées soigneusement, dans le temps, avec des pièces justificatives. Escroquerie par virement, complicité de fraude financière. Mon nom sur 6 ordres de virement représentant 1 400 000 € au total. Ma signature sur des rapports d'investissement modifiés que je n'avais jamais vus de ma vie. L'enquêtrice qui s'est occupée de mon dossier n'était pas mauvaise. Elle m'a tendu un mouchoir sans en faire toute une histoire et m'a expliqué ce qui allait se passer ensuite
dans le ton plat et efficace de quelqu'un qui a dit les mêmes mots plusieurs centaines de fois. J'ai écouté, j'ai hoché la tête. J'ai enfoncé mon ongle dans le côté de mon index assez fort pour laisser une marque, ce que je fais quand j'ai besoin de quelque chose à quoi m'accrocher et qu'il n'y a rien de disponible. J'ai appelé Julien 4 fois avant d'appeler Nathalie. 4 fois. Messagerie, à chaque fois. J'ai laissé un message, juste son prénom, puis le mot « s'il te plaît », puis je n'ai pas trouvé d'autres mots, alors j'ai raccroché. Je suis restée avec le téléphone dans la main pendant encore 1 minute, et puis j'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit « J'ai été arrêtée ». Il y a eu un silence, 2 secondes, peut-être 3. Et quelque chose dans ce silence a enregistré dans une partie de mon cerveau que je n'écoutais pas encore vraiment. Pas de choc, pas tout à fait. Puis elle a dit « Je prends mes clés maintenant. Ne dis pas un seul mot à personne avant que j'arrive. » Elle était là en 40 minutes. Elle avait cherché des avocats dans la voiture. Au feu rouge, m'a-t-elle dit plus tard, bien que je soupçonne qu'aussi entre eux. Et quand elle a poussé la porte du commissariat, elle avait un nom, un numéro, et avait déjà envoyé un SMS pour convenir d'un appel. Maître Sébastien Vray, pénaliste. Elle m'a tendu le nom sur un bout de papier plié, comme une ordonnance. J'ai été libérée sous contrôle judiciaire le lendemain matin. Maître Vray était à la table à 9 heures. Il ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un avocat pénaliste. Aucune énergie de série télévisée, aucune confiance en soi mise en scène. Il est grand et légèrement voûté, avec des lunettes à monture fine et des cheveux brun-gris repoussés en arrière d'un geste qu'il répète visiblement une vingtaine de fois par jour sans s'en rendre compte. Il a regardé les documents pendant 11 minutes sans dire un mot. J'ai compté. J'ai regardé son visage rester complètement, délibérément immobile, et j'ai appris quelque chose dans ces 11 minutes sur ce à quoi ressemble quelqu'un qui pense vraiment plutôt que quelqu'un qui performe la réflexion. Puis, il a levé les yeux vers moi et il a dit « Expliquez-moi comment Julien gère vos finances communes. » Je lui ai expliqué de la façon dont ça avait toujours eu du sens pour moi. Les virements automatiques, les comptes qu'il avait regroupés sous sa gestion 4 ans plus tôt, après qu'il avait dit que ce serait plus simple, plus efficace, et j'avais accepté parce que je gère des chiffres pour des clients toute la journée, et lui confier les miens avait ressemblé à du soulagement plutôt qu'à une reddition. Les documents qu'il ramenait à la maison, déclaration fiscale, ordre de virement, des choses qu'il décrivait en grandes lignes en pointant la ligne de signature. Je lui faisais confiance. C'était mon mari. Il était, si possible, encore plus méticuleux sur les détails financiers que moi, et je suis responsable senior en contrôle de gestion dans un groupe immobilier commercial, ce qui n'est pas rien. Pendant que je parlais, je regardais le visage de Maître Vray. Et son visage disait tout ce qu'il ne disait pas encore. « Élise », a-t-il dit quand j'ai eu fini. Il a dit mon prénom de la façon dont les gens le disent quand ils s'apprêtent à te dire quelque chose qui va diviser ta vie en avant et après. Je dois vous faire comprendre quelque chose. Vous avez été piégé très soigneusement par quelqu'un qui savait exactement quelles pièces nécessitaient votre signature et exactement lesquelles vous n'alliez pas scruter. J'ai dit, il ne ferait pas ça. Maître Vray n'a pas discuté. Il a juste dit, je sais, mais j'ai besoin que vous partiez de cette hypothèse et que vous remontiez avec moi. Parce que les éléments pointent dans cette direction, et la meilleure façon dont je peux vous aider, c'est si vous m'aidez à trouver ce qu'il a laissé derrière lui. Je veux te poser une question, et je veux que tu y réfléchisses vraiment 1 seconde. Est-ce que quelqu'un a jamais utilisé ta confiance en lui? Pas ta faiblesse, ta confiance, comme mécanisme même de ta destruction? Pas ta crédulité, pas un manque de vigilance, la confiance spécifique et délibérée que tu lui avais accordée. Parce que c'est ce avec quoi j'étais assise dans le bureau de Maître Vray. Pas une trahison abstraite, une trahison comme architecture. Il avait construit quelque chose, et il l'avait construit à partir de ma volonté de croire en lui, et les plans avaient mon nom partout. Si ça touche quelque chose en toi,
Si tu t'es déjà retrouvé dans une pièce où tu comprenais soudainement à quel point quelqu'un avait précisément calculé sur ton amour, laisse-le dans les commentaires. Dis-moi ce que ça t'a fait. Dis-moi combien de temps il t'a fallu pour le voir. Je les lis tous, et je veux dire ça vraiment. Julien était injoignable pendant 4 jours. Je continuais à appeler. Pas parce que je croyais encore que les appels serviraient à quelque chose. Au 2e jour, je ne savais plus vraiment ce que je croyais. Mais parce que ne pas appeler ressemblait à une porte qui se ferme que je n'étais pas prête à fermer. Sa collaboratrice, une femme prénommée Tricia qui travaillait pour lui depuis 6 ans, dans l'adaptation je l'appellerai Sandrine, Sandrine Aubert, qui avait rejoint Ferrières Capital à 28 ans et qui avait maintenant 34 ans et la mine de quelqu'un qui commence à comprendre quelque chose qu'elle préférerait ne pas comprendre, m'a appelé le 3e jour pour dire qu'il n'était pas venu au bureau et qu'elle était inquiète. Elle l'a dit avec le ton précautionneux de quelqu'un qui pense être déjà au milieu de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Le 4e jour, je suis allée à son bureau. Nathalie conduisait, en réalité. J'avais arrêté de me faire confiance au volant, ce qui est en soi une information. J'ai demandé à Sandrine si je pouvais regarder son agenda. Elle a hésité. J'ai dit « Sandrine, j'ai besoin que vous m'aidiez », ce qui est une phrase que je n'ai presque jamais prononcée de ma vie, et quelque chose dans la franchise de ça l'a atteinte, parce qu'elle a tourné son écran vers moi. Il s'était envoyé un itinéraire de vol 3 semaines avant mon arrestation. Paris-Dubaï. Aller simple. Le 19 octobre, 5 jours plus tard. J'ai photographié l'écran avec le téléphone de Nathalie. Mes mains étaient parfaitement stables, ce qui m'a surprise. Nathalie était debout derrière moi et n'a rien dit. Elle a posé une main sur mon épaule, brièvement, puis a repris son téléphone. On a remercié Sandrine et on est parti. Dans la voiture, j'étais assise côté passager et je fixais le pare-brise. Nathalie n'a pas démarré tout de suite. Elle a juste attendu, comme elle a toujours attendu, sans que l'attente ressemble à une pression. J'ai dit « Il allait me laisser là ». Elle a dit « Oui ». J'ai dit « Il avait fait ses bagages, il avait pris un billet, il savait déjà ». Elle a dit « Oui, mon cœur, il savait déjà ». Il y a un type de deuil particulier qui n'a aucun drame en lui. Pas de cris, pas d'objets qu'on jette, pas d'effondrement. Il est silencieux et total, comme une marée qui se retire en emportant tout. Pas violemment, juste régulièrement, jusqu'à ce que tu lèves les yeux et que la rive soit nue. C'est ce que j'ai ressenti dans cette voiture. Pas de rage, pas encore. Juste la compréhension absolue et irréversible que l'homme autour duquel j'avais construit ma vie pendant 9 ans avait construit quelque chose d'entièrement différent et que j'avais participé à la construction sans savoir que je tenais un outil. J'avais signé des choses, j'avais acquiescé à des explications que je n'avais qu'à moitié comprises. J'avais été soulagée qu'il gère les détails, parce que j'étais fatiguée et parce que je lui faisais confiance, et parce que la confiance est supposée être la matière dont un mariage est fait. Il le savait. Il comptait là-dessus. Il comptait là-dessus depuis 4 ans. Maître Vray a déposé une requête en urgence dans les 48 heures. Il a demandé la saisie des comptes professionnels de Julien, de sa messagerie personnelle et des statuts de 2 sociétés dont les noms m'étaient vaguement familiers. J'avais dû les voir sur des documents que j'avais signés sans poser de questions, parce que Julien avait dit que c'était des structures courantes pour la gestion de fonds. Un expert comptable judiciaire a remis une synthèse de 6 pages 72 heures plus tard. Maître Vray l'a qualifié, dans son ton plat qu'il réserve aux choses sérieuses, de « montage assez propre ». Il a marqué une pause. Ce n'est pas un compliment pour lui, c'est une description de la durée de préparation. 4 ans. Au minimum, 4 ans. J'ai pensé aux placards de la cuisine. Je les avais réorganisés 4 fois dans l'année écoulée. Tout sortir, essuyer les étagères, tout remettre dans un nouvel ordre logique. Je m'étais dit que j'aimais simplement les choses bien rangées. J'avais eu peur pendant 4 ans, et j'avais mis cette peur dans les placards. L'appel qui a tout changé est venu un jeudi après-midi. La voix de Maître Vray était différente.
toujours maîtrisé, mais avec quelque chose en dessous, une précision particulière qui m'indiquait qu'il faisait attention à la façon dont il allait me livrer ce qui venait. L'un des investisseurs lésés, un cardiologue retraité nommé Henri Marchais, 71 ans, qui avait confié 280 000 € à Ferrières Capital, coopérait depuis 8 mois avec une enquête financière séparée. Henri Marchais avait repéré des incohérences dans ses relevés trimestriels 14 mois plus tôt. Il avait mandaté un expert comptable privé, assemblé lui-même la documentation, remis l'ensemble à la brigade financière et attendu. L'enquête était déjà active quand j'avais été arrêtée. La décision de Julien de faire transiter les opérations par mon nom était, entre autres choses, une tentative de créer du bruit dans la piste avant qu'elle ne le remonte jusqu'à lui. J'étais le bruit. J'étais assise dans le bureau de Maître Vrai et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis les menottes. Une sensation physique, précise et reconnaissable. Mais cette fois, ce n'était plus la chute. C'était un brouillard qui se levait. D'un seul coup, complètement, de la façon dont le brouillard se lève parfois, pas progressivement mais en un seul instant, et soudain on voit exactement jusqu'où la route s'étend. Je suis rentrée seule ce soir-là. Nathalie avait proposé de venir et j'avais dit non, et je crois que c'était la première décision vraiment indépendante que j'avais prise depuis des semaines. J'avais besoin d'être dans ma propre voiture, sur mes propres routes, avec mes propres pensées. J'ai traversé Paris dans le noir, longé l'immeuble où je travaillais depuis 9 ans, longé le restaurant où Julien et moi avions fêté notre 5e anniversaire, longé le tournant qui mène à notre appartement, son appartement, mon nom sur un bail que je n'avais pas relu attentivement. Je ne me suis arrêtée à aucun d'eux. Je suis rentrée et j'ai appelé ma mère. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie. Il était tard, après 22 heures, et sa voix avait cette qualité légèrement prudente qu'elle prend quand elle dormait et ne veut pas l'admettre. J'ai dit « Maman, j'ai des ennuis ». Je l'ai entendue se redresser, devenir pleinement présente de la façon dont elle a toujours pu l'être quand c'était important. J'ai dit « Mais je crois que ça va aller ». Elle a dit « Je te connais, ma chérie, tu trouves toujours un moyen que ça aille ». Et j'ai dit « Et ça m'a surprise en sortant, comme quelque chose qui attendait derrière une porte depuis très longtemps. » J'ai dit « Je crois que j'aimerais qu'on m'aide cette fois. » Il y a eu une pause, pas longue, et puis ma mère a dit, d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis que j'étais toute petite, « Je croyais que tu ne demanderais jamais. » J'ai pleuré après avoir raccroché. Pas le pleur fracturé et public du commissariat, quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui ressemblait, de façon inattendue, au début d'un soulagement. Maître Vrai travaillait vite. Il avait une façon particulière de prendre de l'élan une fois qu'il comprenait la forme d'un dossier. Pas de l'urgence exactement, plutôt une gravité très déterminée, tout tirant dans une seule direction. Il avait vu ça avant. Il me l'a dit une fois, pas pour me rassurer, mais parce qu'il voulait que je comprenne que le schéma était reconnaissable, documentable et réfutable. Il avait obtenu l'acquittement d'une cliente quelques années plus tôt, une femme dont l'associé avait falsifié sa signature sur des documents financiers pendant 3 ans. Et il a dit que ma situation avait la même architecture, même méthode, même pari que la personne la plus proche de la fraude serait trop crédible pour être soupçonnée et trop impliquée pour se défendre. Julien avait fait un calcul juste. J'étais crédible. Mon dossier professionnel était sans tache. Mes collègues, ma hiérarchie, même l'enquêtrice qui m'avait traitée, aucun d'eux ne m'avait regardé en voyant une coupable. Ce que Julien n'avait pas calculé correctement, c'est que la crédibilité, entre les mains du bon avocat, n'est pas un handicap. C'est le fondement de tout. Maître Vrai a demandé une expertise graphologique sur les 6 ordres de virement. Il a croisé les adresses IP des autorisations par messagerie avec les journaux du serveur du cabinet de Julien et avec ses appareils personnels. Il a récupéré 3 ans de mon agenda via mon compte professionnel et a commencé à construire une chronologie montrant, précisément, où je me trouvais aux dates des transactions.
dont 2 effectuées pendant que j'étais en réunion client avec 4 témoins, et une pendant que j'étais dans un TGV pour un séminaire à Lyon. Il faisait ça en silence, méthodiquement, sans mise en scène. Je le regardais travailler, et je pensais à mon père dans l'encadrement de la porte de la cave inondée. Et je pensais, voilà ce à quoi ressemble quelqu'un qui gère quelque chose. Pas seul, pas en silence, mais vraiment, efficacement, d'une façon qui change l'issue. J'ai recommencé à dormir un peu. Pas bien, mais suffisamment. Nathalie est venue un mercredi soir, 9 jours avant le vol prévu de Julien, et on s'est retrouvés assises par terre dans la cuisine. Pas à la table, pas sur le canapé, par terre, là où on a toujours fini quand quelque chose était vraiment sérieux, depuis notre chambre en prépa. Et elle a dit « Dis-moi ce dont tu as le plus peur. » J'ai dit « Que ça ne suffise pas. » Qu'il regarde mon nom sur ses documents et décide que l'explication la plus simple est la vraie. Elle a dit « Maître vrai ne pense pas ça. » J'ai dit « Maître vrai est payé pour ne pas penser ça. » Elle a dit « Élise. Maître vrai m'a appelé la semaine dernière pour prendre de tes nouvelles. Je ne lui avais pas donné mon numéro. Il l'a trouvé. Il a appelé pour savoir comment tu allais. » Elle m'a regardée. « Il ne fait pas ça parce que c'est un dossier propre. Il le fait parce qu'il te croit. » J'ai regardé le carrelage de la cuisine un moment. Puis j'ai dit « J'ai réorganisé ces placards 4 fois cette année. » Elle a regardé les placards. Elle m'a regardée. Elle a dit « Je sais. J'étais là pour 2 d'entre elles. » J'avais peur, j'ai dit. J'avais peur tout le temps, et j'ai mis cette peur dans les placards. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a tendu la main et a tenu la mienne, pas en serrant, juste en tenant, et on est resté là sur le carrelage de la cuisine, dans le silence particulier de 2 femmes qui se connaissent depuis assez longtemps pour que le silence soit suffisant. L'arrestation de Julien s'est produite le 18 octobre, 21 heures avant son vol. Maître Vrai m'a appelé à 7h43 du matin. Il a dit « Ils l'ont ». 3 mots. J'étais debout dans ma cuisine, une tasse de café à la main, et je l'ai posée très soigneusement sur le plan de travail, comme si c'était quelque chose de fragile, comme si c'était moi qui risquais de me briser. Il a dit que les enquêteurs de la brigade financière avaient coordonné avec son équipe et avec l'instruction en cours depuis 6 jours. Ils avaient intercepté Julien à l'aéroport Charles de Gaulle. Il était arrivé en avance, 2 valises en soute et un bagage cabine, costume gris anthracite, avançant dans le terminal des départs avec le calme appliqué de quelqu'un qui croit avoir couvert tous les angles. Il n'avait pas couvert tous les angles. Maître Vrai a dit « J'aurai plus d'informations pour vous dans la journée. Comment vous sentez-vous » J'ai dit « Je ne sais pas encore. » Il a dit « C'est la bonne réponse. » J'ai appelé Nathalie. Elle est arrivée dans l'heure avec du café et des croissants, parce que c'est le langage d'amour de Nathalie, et je ne m'en suis jamais plainte. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, et quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a posé son café et a dit « Bien ». Juste ça. Et puis, après un battement, « T'as besoin de pleurer ?» J'y ai pensé vraiment. Je me suis assise là et j'ai vérifié, de la façon dont on vérifie une blessure pour voir jusqu'où elle va. Et j'ai dit « Pas maintenant ». Ce que j'ai ressenti dans ce moment, et j'ai essayé beaucoup de fois depuis de trouver le mot juste, ce n'était pas du triomphe, ce n'était pas du soulagement, pas exactement, pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus compliqué. C'était la sensation précise d'une histoire dans laquelle tu es plongé, qui devient enfin visible comme une histoire. Comme si tu reculas assez loin pour voir la forme entière de quelque chose contre lequel tu avais eu le visage collé pendant des années. Il avait planifié ça. Pas impulsivement, pas en réponse à quelque chose que j'avais fait ou omis de faire. Il l'avait planifié délibérément, méthodiquement, sur 4 ans de petits gestes soigneux qui utilisaient mon nom, ma confiance, ma signature, ma volonté de le laisser gérer les détails. Et quelque part au milieu de toute cette planification, il m'avait quand même envoyé « Je t'aime », mon cœur, le matin où les menottes s'étaient refermées.
Si ça te touche quelque part que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, si tu portes le poids particulier de ce que ça signifie d'avoir été le plan de secours de quelqu'un tout en croyant être sa personne, appuie sur ce bouton J'aime. Abonne-toi pour être là pour la suite. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie qui m'a changé. Pas l'arrestation, pas les charges, pas même ce qu'il a fait. Ce qui vient, c'est la partie où j'ai enfin arrêté de tout porter seul. Les charges contre moi ont été officiellement abandonnées 31 jours après mon arrestation. Absence de preuves suffisantes de participation consciente. Documentation légiste des autorisations falsifiées. Incohérence chronologique que Maître Vrai avait assemblée en quelque chose d'inattaquable. Le parquet n'a pas combattu la demande de classement. Maître Vrai m'a envoyé un email. Une ligne. Le dossier est clôturé. Vous vous en êtes bien sorti. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai imprimé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai imprimé. Je ne suis pas quelqu'un qui imprime des choses. Mais j'avais besoin que ce soit un objet physique que je pouvais tenir. Et donc je l'ai tenu. Je suis restée longtemps avec cette feuille à mon bureau. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait une seule fois dans les 31 jours depuis mon arrestation. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé, clairement et sans détourner les yeux, l'ensemble de ce que Julien avait fait. Pas le résumé juridique, pas les notes de Maître Vrai, les documents réels, les comptes, les virements, les sociétés. La trace de 4 ans de tromperie délibérée, patiente, architecturale. Et voilà ce que j'ai trouvé que je n'attendais pas trouver. Sous la colère, et il y avait de la colère, réelle et légitime et mienne, sous tout ça, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à du deuil. Parce que l'homme qui avait tenu la main quand ma mère avait été hospitalisée pour son diabète 2 ans plus tôt, qui me préparait du café le dimanche matin sans qu'on lui demande, qui avait dit à notre mariage, devant tous ceux qu'on connaissait, « Tu es ce qu'il y a de plus stable dans ma vie », et qui avait voulu dire « Je comprends maintenant », quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout à voir avec l'utilité. Il avait eu besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un de capable et de discret, peu susceptible de regarder de trop près. Quelqu'un qui avait passé toute sa vie à apprendre à gérer les choses sans demander d'aide. Il ne m'avait pas choisi malgré ce que j'étais. Il m'avait choisi à cause de ça. Je suis restée longtemps avec ça. Dans ma voiture, dans le parking souterrain du bureau, sur le carrelage de la cuisine, sur le bord du lit dans la chambre qui avait été la nôtre et qui n'était plus qu'une pièce avec trop de son absence dedans. Je me suis assise avec la complexité d'avoir aimé quelqu'un qui avait ingénié ta destruction, et je l'ai laissée être aussi compliquée qu'elle l'était vraiment, parce que j'en avais fini avec simplifier les choses au-delà de ce qu'elles méritaient. Il n'était pas un monstre. C'était un homme qui avait appris très tôt que les gens étaient des instruments, et qui n'avait jamais trouvé de raison de désapprendre ça. Un homme qui avait une peur panique d'être ordinaire, qui avait regardé la richesse et le pouvoir de Juste en dehors du cercle toute sa vie, et avait décidé que les règles de ce cercle ne s'appliquaient pas à quelqu'un suffisamment patient. Il avait été patient, extraordinairement patient, et j'avais été la porte par laquelle il était passé. L'instruction judiciaire a progressé de la façon dont les instructions progressent, lentement, puis tout d'un coup. Julien a été placé en détention provisoire dans l'attente d'une évaluation de risque de fuite, ce qui, étant donné le billet aller simple pour Dubaï et les comptes offshore que l'équipe de Maître Vrai avait signalés, n'était pas un argument difficile à faire valoir. 12 chefs d'inculpation, escroquerie, fraude financière, abus de confiance, blanchiment. Le genre de liste qui prend quelques secondes à lire et quelques jours à absorber pleinement. J'ai appris la plupart de tout ça par la collaboratrice de Maître Vrai, une femme calme et efficace prénommée Isabelle, qui appelait avec les mises à jour dans le même ton mesuré, quelle que soit la teneur de la nouvelle. J'appréciais ça. Je ne voulais pas de mise en scène, je voulais de l'information, livrée clairement, pour que je puisse décider quoi en faire. Sandrine Aubert, la collaboratrice de Julien, a coopéré pleinement avec les enquêteurs. Elle avait su que quelque chose ne tournait pas rond depuis au moins 1 an, a-t-elle dit, des incohérences qu'elle n'arrivait pas à nommer,
des instructions qui n'avaient pas de sens, une atmosphère générale au cabinet qu'elle a décrite comme attendre un bruit qu'on n'entend pas encore vraiment. Elle a pleuré pendant son audition, m'a dit Isabelle. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à ça. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. Henri Marchais, le cardiologue retraité dont la documentation soigneuse et silencieuse avait été le premier fil tiré sur l'effilochage de Julien, m'a envoyé une lettre via le cabinet de Maître Vray. 3 paragraphes, écrits à la main, sur papier blanc ordinaire. Il disait qu'il était désolé pour ce que j'avais traversé. Il disait qu'il avait soupçonné assez tôt que celui ou celle qui avait signé ces documents l'avait fait sans compréhension réelle, parce que les autorisations avaient une qualité particulière, une conformité mécanique, une signature qui faisait confiance plutôt que vérifiait, qu'il reconnaissait de ses propres années en médecine, la signature de quelqu'un qui signe ce qu'un médecin lui tend, parce que les médecins sont supposés être dignes de confiance. Il disait qu'il espérait que je retrouvais mon équilibre. J'ai lu cette lettre 4 fois. Je lui ai répondu. Je l'ai remercié de ne pas avoir laissé tomber, d'avoir mandaté l'expert comptable, d'avoir tout transmis au lieu d'absorber la perte en silence, comme les gens le font parfois quand ils ont honte d'avoir fait confiance à quelqu'un. Je lui ai dit que son refus de se taire était le premier fil de la corde à laquelle je m'étais finalement hissée. Je ne sais pas si c'était trop à dire à un inconnu. Je l'ai dit quand même. Le récit public a évolué de la façon dont les récits évoluent dans une ville comme Paris, progressivement, puis complètement. Les gens parlent. Les gens qui avaient assisté à nos dîners, qui avaient serré la main de Julien lors de soirées professionnelles, qui m'avaient dit à diverses occasions quel beau couple vous formez, ces gens-là ont commencé à entendre la vraie histoire par les canaux spécifiques qu'empruntent les vraies histoires. Un commentaire dans un restaurant, un article partagé par messagerie, une conversation à la sortie d'une réunion qu'une personne a racontée à une autre personne qui connaissait quelqu'un qui me connaissait. Nathalie était ma principale source de renseignements pour tout ça, parce que Nathalie connaît tout le monde, et que tout le monde dit des choses à Nathalie. Elle me rapportait sans commenter ce que j'appréciais. Elle m'a dit que 2 personnes de notre ancien cercle m'avaient demandé des nouvelles, avec ce qu'elle a décrit comme une inquiétude sincère et une culpabilité significative. Elle m'a dit que l'ancien associé de Julien, un homme prénommé Édouard, qui avait investi une somme moindre dans Ferrières Capital et l'avait perdue, avait dit publiquement à sa propre table de dîner qu'il avait toujours pensé que quelque chose clochait et qu'Élise Marchand était l'une des personnes les plus intègres qu'il ait jamais rencontrées et qu'il espérait qu'elle s'en sortirait. Je n'ai pas ressenti de vindication à tout ça, exactement. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à un soulagement fatigué, le soulagement d'un récit qui correspond enfin à la réalité après une longue période de décalage. Ce que j'ai remarqué, et ce qui m'a surprise, c'est qui est revenu. Pas tout le monde. Certaines personnes de ce chapitre de ma vie se sont simplement faites silencieuses, pas hostiles, pas en s'excusant, juste absentes, ce que je comprends. L'histoire commune avec quelqu'un n'oblige aucune des 2 parties à continuer le récit. Mais certains sont revenus, et ceux qui sont revenus de façon spécifique. Ma collègue Valérie, qui était à 3 bureaux du mien quand j'avais été arrêtée, et qui avait poussé sa chaise au son de mes pleurs, elle est venue dans mon bureau 3 semaines après l'abandon des charges, et elle a fermé la porte et elle a dit « J'aurais dû venir plus tôt. Je ne savais pas quoi dire et je me suis laissée arrêter par ça. Je suis désolée. » C'était tout. Pas de surexplication, pas de mise en scène de la culpabilité. Juste la reconnaissance précise d'un échec précis, dite simplement. Je lui ai dit que c'était bon, et je le pensais, parce qu'elle avait dit la chose juste, qui était la chose vraie. Mon frère Sébastien a envoyé un message depuis le Canada. Il disait « Appris ce qui s'est passé, ça va ?» Je l'ai regardé un moment. Puis j'ai répondu « On y arrive, merci de demander. » Il a répondu avec un pouce en l'air, ce qui est la réponse la plus Sébastien imaginable, et j'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Un vrai rire, soudain et sincère, le genre qui te surprend hors de ton propre sérieux.
Ma mère est venue à Paris pour 5 jours. Elle a dormi dans la chambre d'amis que j'avais déjà commencé mentalement à revendiquer pour autre chose. Une salle de lecture, peut-être, ou simplement une pièce vide qui n'appartenait à aucun usage particulier, ce qui ressemblait à sa propre forme de liberté. Elle a apporté un gratin dans un plat qu'elle avait depuis avant ma naissance, le bleu en céramique avec le couvercle ébréché, et elle l'a réchauffé dans ma cuisine, et on a mangé à la table, et elle m'a posé des questions sur le dossier, des questions précises et pratiques, de la façon dont elle aborde tout. À un moment, elle a dit « Tu aurais dû m'appeler plus tôt », pas comme une accusation, mais comme un constat, de la façon dont elle énonce tous les constats. J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « Tu as toujours fait ça, porter les choses jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes, et puis tu t'étonnais d'être fatiguée. » J'ai dit « J'ai appris ça quelque part. » Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Puis elle a dit « C'est juste. » Et on a laissé ça là, toutes les deux, ce qui était, pour nous, la conversation la plus honnête qu'on avait jamais eue. L'appartement a été vendu 4 mois après l'arrestation de Julien. On le détenait en indivision, l'un des rares documents que j'avais vraiment lus au moment de signer. Et le produit a été partagé dans le cadre de la procédure de divorce, gérée par une avocate séparée que Maître Vray m'a recommandée. Une femme prénommée Claire Morin, qui était précise et posée, et qui me donnait, à chaque rendez-vous, l'impression que mes intérêts étaient les seuls dans la pièce qui comptait. J'ai pris ma part de l'équité, mis la moitié en épargne, et confié l'autre moitié à une conseillère en gestion de patrimoine, une femme cette fois, qui m'envoie un relevé mensuel que je lis en entier, chaque ligne, sans exception. J'ai trouvé un appartement dans le 11e arrondissement. Lumière du matin dans la fenêtre de la cuisine. Vieux parquet en chêne qui craque à des endroits précis que j'ai appris en moins d'une semaine. Un petit balcon sur lequel j'ai mis une seule chaise et une plante dont j'étais presque certaine qu'elle n'allait pas survivre, mais qui survit. La première nuit que j'y ai dormi, je me suis réveillée à 3 heures du matin, dans la désorientation particulière d'un endroit nouveau, et j'ai été allongée dans le noir, à écouter des sons que je ne reconnaissais pas encore, les cataloguant. Une canalisation, la télévision d'un voisin, la façon spécifique dont cet immeuble se stabilisait dans le froid, et j'ai ressenti, sous l'étrangeté, quelque chose qu'il m'a fallu un moment pour identifier. En sécurité. Je me sentais en sécurité. Pour la première fois depuis plus longtemps que je pouvais retracer, je me sentais en sécurité dans l'endroit où je dormais. Julien a plaidé coupable 8 mois après son arrestation. 6 des 12 chefs d'inculpation, en échange d'une peine réduite. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Isabelle m'a appelé avec l'information, dans son ton habituel mesuré, et j'ai dit merci et posé le téléphone très soigneusement sur le plan de travail de la cuisine, et je me suis préparé un café, et je l'ai porté jusqu'à la fenêtre, et je suis restée là dans la lumière du matin pendant un moment. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai pas ressenti la montée de vindication que j'avais imaginée, dans mes moments les plus bas, qui arriverait peut-être avec cette nouvelle. Ce que j'ai ressenti était plus silencieux que ça. Quelque chose qui se tenait contracté en moi depuis longtemps, un muscle que je gardais serré sans m'en rendre compte, s'est relâché. Juste relâché. Comme un souffle que je retenais depuis le 14 octobre. J'ai pensé à lui. Je me suis laissé penser à lui de la façon dont on pense à quelqu'un qui était réel avant de devenir un numéro de dossier. Le café du dimanche matin. La main tenue à l'hôpital. La façon dont il disait mon prénom les premières années, comme si c'était un mot qu'il était sincèrement content de connaître. Je l'ai laissé être réel en même temps que tout le reste. Je n'en ai pas fait quelque chose de simple. Je n'avais plus besoin que ce soit simple. J'ai écrit une lettre. Pas à Julien. Je n'avais rien à dire à Julien qui avait besoin d'être dit. Je l'ai écrite à moi-même, ce qui peut paraître une chose étrange à faire, mais c'était la chose qui devait être faite. J'ai écrit sur qui j'avais été avant tout ça, la femme qui signait des choses sans les lire, qui réorganisait des placards à minuit, qui portait tout seule parce qu'elle avait appris que demander de l'aide, c'était la même chose qu'admettre qu'elle n'était pas suffisante. Et j'ai écrit sur qui j'étais maintenant.
Pas quelqu'un de différent. La même personne, mais plus large en quelque sorte, avec plus de place à l'intérieur pour la vérité des choses. Je l'ai lu à Nathalie sur son carrelage de cuisine. Son carrelage, techniquement, parce que j'avais passé la moitié de ma vie assise sur son sol de cuisine. Et quand j'ai fini, elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « C'est toi, c'est vraiment toi ». J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « T'en as mis du temps ». Et j'ai ri à nouveau, le vrai rire. Et elle a ri aussi. Et on est resté là, sur son carrelage de cuisine, à rire de rien et de tout, jusqu'à ce que ça devienne autre chose, quelque chose de plus doux. Et on a laissé ça être ce que c'était. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 38 ans. Je vis dans un appartement avec une lumière du matin, et un parquet qui craque, et une plante que je n'ai pas encore tuée. Je lis chaque document que je signe. J'appelle ma mère le dimanche, pas pour gérer quoi que ce soit, juste pour parler. Je laisse mes placards imparfaits parfois, exprès, juste pour m'entraîner. Et je sais maintenant, je sais d'une façon que je n'aurais pas pu apprendre autrement, que demander de l'aide n'est pas la même chose qu'échouer. C'est, en fait, la chose qui m'a sauvée. Certains matins, je me tiens à cette fenêtre de cuisine avec mon café, et je pense à une femme en blazer bleu ardoise, assise à son bureau un mardi ordinaire, lisant 3 SMS d'un homme qui avait déjà décidé de la laisser là. Et je veux lui dire quelque chose. Je veux lui dire « Tu vas t'en sortir bien mieux que tu ne l'imagines. Tu vas devenir quelqu'un que tu reconnais vraiment. Ça va te coûter plus que tu ne penses pouvoir te permettre, et tu vas te le permettre quand même. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 38 ans, et je sais enfin ce que ça fait d'être exactement là où je suis supposée être. Avant de partir, je veux te poser une question, et je veux que tu y réfléchisses vraiment. Est-ce que quelqu'un a jamais compté sur ta confiance, pas ta faiblesse, ta confiance, et l'a retournée contre toi? Et si c'est le cas, quel a été le moment où tu t'es enfin laissé voir les choses clairement? Laisse-le dans les commentaires. Je les lis tous, et je veux dire ça de la façon dont je dis les choses maintenant, c'est-à-dire complètement. Si cette histoire t'a accompagné, si une partie de ce que j'ai dit ressemblait à quelque chose dont tu avais besoin aujourd'hui, appuie sur ce bouton j'aime, abonne-toi pour être là pour la prochaine, et partage avec quelqu'un qui porte peut-être en ce moment quelque chose seul qu'il n'a pas apporté seul. Dis-lui que demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. Dis-lui qu'Élise te l'a dit.